Je m'appelle Charles, j'ai 70 ans, et je ne m'attendais pas à ce que ma propre famille tente de me tuer lors de ma fête de départ à la retraite. En tant que consultant en affaires prospères qui a bâti une entreprise de 23 millions d'euros à partir de rien, je pensais comprendre la nature humaine. Hier soir, ils ont organisé une célébration pour marquer la vente de ma société. Entre les toasts au champagne et les félicitations, ma belle-fille Hélène s'est penchée vers moi, m'offrant une coupe avec ce sourire travaillé qui est le sien. « Charles, vous avez l'air fatigué », a-t-elle dit. « Tenez, prenez un peu de champagne. Vous l'avez bien mérité. » J'ai pris la coupe et j'ai observé attentivement son visage. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Si vous regardez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous regardez. Avant de continuer, permettez-moi d'être clair sur une chose. J'ai passé 70 ans sur cette terre, et je n'ai pas survécu à un monde des affaires impitoyables en étant stupide. Quand quelqu'un essaie de vous empoisonner à votre propre fête de départ à la retraite, vous le remarquez, surtout quand cette personne lorgne votre compte en banque comme une femme affamée regarde un festin. 2 heures plus tôt, ma cuisine était remplie de rires et de célébrations. Mon fils Thomas avait insisté pour organiser cette fête. « Papa, tu mérites de célébrer », avait-il dit, ses yeux bruns sincères travaillant d'arrache-pied. « Laisse Hélène s'occuper de tout. Toi, détends-toi et profite. » J'aurais dû savoir que quelque chose clochait quand Hélène s'est portée volontaire pour jouer les hôtesses. La femme qui se plaignait habituellement de devoir charger le lave-vaisselle était soudainement devenue une fée du logis, arrangeant les fleurs et polissant le cristal comme si sa vie en dépendait. Ce qui, en fin de compte, était probablement le cas. La fête était charmante. Environ 30 personnes de ma vie professionnelle, quelques voisins et la famille. Hélène avait même engagé un barman. « Rien n'est trop beau pour toi, Charles », avait-elle gloussé, me serrant le bras avec ses ongles parfaitement manucurés qui coûtaient plus cher que les courses hebdomadaires de la plupart des gens. Je discutais avec mon ancien partenaire commercial quand je l'ai vue. Hélène, debout près de la table de champagne, jetant des regards nerveux autour d'elle avant de sortir une petite fiole de son sac à main. Mon sang s'est glacé alors que je la regardais vider le contenu dans une coupe spécifique, celle avec la petite ébréchure sur le bord que j'utilisais toujours lors des fêtes. Maintenant, une personne sensée aurait peut-être crié, appelé la police, ou l'aurait confronté sur le champ. Mais j'ai appris que parfois, la meilleure façon d'attraper un serpent est de le laisser croire qu'il a acculé une souris. Alors, j'ai souri, j'ai hoché la tête à ce que mon partenaire commercial disait sur les tendances du marché, et j'ai continué à observer. Hélène a pris ma coupe de champagne droguée et a commencé à marcher vers moi, son visage un masque de prévenance filiale. C'est là qu'elle a fait son geste avec le verre empoisonné. J'ai pris la coupe, les remercié chaleureusement et j'ai attendu. J'ai savouré l'instant, la sentant me regarder du coin de l'œil, attendant que je porte le verre à mes lèvres. Je l'ai fait, mais j'ai à peine effleuré le liquide, simulant une petite gorgée tout en continuant ma conversation, le verre fermement en main. Le jeu était en place, et je devais choisir le bon moment pour le retourner contre elle. L'occasion s'est présentée environ 10 minutes plus tard, alors qu'elle était distraite, montrant son nouveau bracelet en diamant au voisin, un bijou que je soupçonnais fortement d'avoir été acheté avec l'argent que je leur avais prêté le mois dernier. J'ai discrètement échangé ma coupe avec celle de Marguerite, la mère d'Hélène, qui se tenait à proximité, l'air un peu perdu sans boisson. Marguerite avait toujours été un peu tête en l'air, la pauvre. Elle a attrapé la coupe la plus proche sans réfléchir, celle que je venais de poser à côté de son sac à main. Moins de 5 minutes plus tard, elle complimentait la saveur intéressante du champagne et me demandait si je l'avais commandé d'un endroit spécial. La suite, comme on dit, s'est déroulée assez rapidement. La coupe de champagne a glissé des mains d'Hélène au moment où Marguerite s'est effondrée sur le sol. Marguerite convulsait sur le sol en marbre de ma cuisine, de l'écume se formant au coin de sa bouche. Et tout ce que je pouvais penser était, eh bien, ce n'était pas censé lui arriver à elle. Je me suis agenouillé à côté de Marguerite pendant qu'Hélène hurlait à quelqu'un d'appeler le 15. Sa performance de dévastation choquée était presque convaincante. Presque. Le problème quand on est un meurtrier, c'est que la panique authentique et la fausse panique sont très différentes quand on sait quoi observer. La panique d'Hélène était trop bruyante, ses gestes trop amples. Elle jouait un rôle, et elle le surjouait. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a demandé Thomas, se frayant un chemin à travers la petite foule qui s'était rassemblée. Son visage était pâle, mais j'ai surpris autre chose dans son expression. Un regard rapide vers Hélène qui a duré une fraction de seconde de trop. C'était un regard qui ne demandait pas « qu'est-ce qui se passe ?», mais plutôt « qu'est-ce qui a mal tourné ?» « Je ne sais pas », a sangloté Hélène, s'agrippant à mon bras. Elle s'est juste effondrée. Une minute elle allait bien, et la suivante. Elle a fait un geste impuissant vers Marguerite, qui était maintenant inconsciente, mais respirait encore. Dieu merci. Les ambulanciers du SAMU sont arrivés en quelques minutes.
Alors qu'il s'occupait de Marguerite, la chargeant sur un brancard, je me suis surpris à étudier le visage de mon fils. 32 ans de paternité m'avaient appris à lire ses humeurs comme des bulletins météo. En ce moment, il ressemblait à un homme qui regardait ses plans soigneusement élaborés s'effondrer en temps réel. « Quel hôpital ?» ai-je demandé au chef d'équipe des secours. « L'hôpital de la Croix-Rousse. »« Vous êtes de la famille ?» ?»« Un ami proche, » ai-je dit, jetant un regard significatif à Hélène, qui était trop occupée à hyperventiler pour le remarquer. Je suivrai dans ma voiture. Thomas s'est avancé rapidement. « Papa, tu n'as pas besoin de faire ça. Nous allons tout gérer. Tu devrais rester ici. Nettoyer après la fête. » Quelle prévenance! Garder la cible à la maison pendant qu'ils comprenaient ce qui avait mal tourné dans leur petit plan. « Absolument pas, » ai-je dit fermement. Marguerite fait presque partie de la famille. Je viens. À l'hôpital, je me suis assuré de rester assez près pour surprendre les conversations du personnel médical. L'état de Marguerite était répertorié comme un empoisonnement aigu, cause inconnue. J'ai entendu le médecin mentionner quelque chose à propos d'alcaloïdes végétaux à l'infirmière, un terme assez spécifique pour me faire penser que quelqu'un avait fait ses recherches sur les toxines difficiles à tracer. Hélène arpentait la salle d'attente, ses talons de créateur claquant contre le linoléum comme un métronome comptant à rebours son anxiété. Thomas était assis raidement sur une chaise en plastique, son téléphone vibrant constamment avec des textos auxquels il semblait réticent à répondre. « C'est tout simplement terrible », a dit Hélène pour la 5e fois. « Pauvre maman. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. » Je lui ai tapoté l'épaule avec sympathie. « Ces choses sont souvent mystérieuses, ma chère. Je suis sûr que les médecins trouveront. » Puis j'ai ajouté, presque nonchalamment, « Tu sais, c'est une chance qu'elle n'ait pas bu beaucoup de ce champagne. » Elle n'a pris que quelques gorgées avant de s'effondrer. Le pas d'Hélène affaiblit, de manière presque imperceptible. « Le champagne? Tu penses que le champagne a causé ça? » « Je suis sûr que ce n'est rien, » ai-je dit avec un geste dédaigneux. Juste l'esprit d'un vieil homme qui cherche des schémas là où il n'y en a pas, mais le visage d'Hélène était devenu une nuance plus pâle, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle attrapait son café. Thomas observait notre conversation avec l'intensité d'un faucon étudiant des souris des champs. Il était clair qu'il n'avait pas de plan B. 3 heures plus tard, un médecin est sorti pour nous dire que Marguerite était stable, mais qu'elle devrait rester en observation pour la nuit. Les tests n'étaient pas concluants, a-t-il dit. Mais quoi qu'elle ait ingéré, cela sortait lentement de son système. « Pouvons-nous la voir ?» a demandé Hélène, sa voix tremblante. « La famille seulement, et elle est sous sédatif. Il vaut mieux revenir demain. » Alors que nous quittions l'hôpital, Thomas m'a raccompagné à ma voiture. Le parking était presque vide, baigné par la lueur froide des lampadaires. « Papa, peut-être que tu devrais rester avec nous ce soir. Après ce qui s'est passé, je me sentirais mieux si tu n'étais pas seul. » Quelle délicatesse! Surtout que la petite urgence médicale de Marguerite les avait probablement laissés se demander si je soupçonnais quelque chose. La réponse était oui. Absolument. Mais ils n'avaient pas besoin de le savoir pour l'instant. C'est gentil de ta part, mon fils. Mais ça ira. J'ai ce nouveau système de sécurité, tu te souviens? Je l'ai embrassé sur la joue et je suis monté dans ma voiture, observant dans mon rétroviseur Hélène et lui avoir ce qui ressemblait à une conversation urgente et chuchotée sur le parking. De retour à la maison, je me suis versé une vraie coupe de champagne, d'une bouteille fraîche, naturellement, et je me suis installé dans mon bureau. Il était temps de comprendre exactement ce que ma famille aimante avait prévu pour moi, et plus important encore, ce que j'allais faire à ce sujet. J'ai passé la nuit à faire quelque chose dans lequel j'étais devenu assez bon en 45 ans de carrière, des recherches. Pas le genre de recherche que l'on fait avec des ordinateurs et des bases de données, mais le genre que l'on fait avec une mémoire claire et un esprit suspicieux. L'empoisonnement de Marguerite n'était pas aléatoire, et ce n'était certainement pas un accident. Quelqu'un avait prévu de me tuer à ma propre fête, espérant probablement faire passer cela pour une crise cardiaque ou un AVC. À 70 ans, ces choses arrivent. Personne ne remet en question le cœur d'un homme d'affaires prospère qui lâche sous le stress de la vente de l'œuvre de sa vie. Mais pourquoi? C'était la question à 23 millions d'euros, n'est-ce pas? J'ai préparé du café à 5 heures du matin et je me suis assis à ma table de cuisine avec un bloc-notes, écrivant tout ce que je savais sur la situation financière de Thomas et Hélène. Ce n'était pas joli à voir. Le cabinet d'architecte de Thomas était en difficulté depuis la crise, et la boutique de bijoux d'Hélène était plus un passe-temps qu'une source de profit. Ils vivaient bien, trop bien pour leur revenu réel. Leur hypothèque sur cette maison ridicule dans les Monts d'Or était 3 fois ce qu'ils pouvaient raisonnablement se permettre. La BMW et la Mercedes dans leur allée n'étaient pas payées.
Les habitudes de shopping d'Hélène à elle seule pourraient financer le budget de l'éducation d'un petit pays. Je les avais aidés, bien sûr. Quel père ne le ferait pas? Quelques milliers d'euros par-ci par-là quand Thomas mentionnait qu'ils étaient un peu justes certains mois. L'acompte pour la maison quand Hélène a pleuré en disant qu'elle voulait fonder une famille dans le bon quartier. Les frais de scolarité de l'école privée pour Amélie quand ils ont insisté sur le fait que les écoles publiques n'étaient pas assez bonnes. En regardant les registres de mon chéquier, je leur avais donné près de 200 000 euros au cours des 5 dernières années. Des cadeaux, je les avais appelés. Des investissements dans leur bonheur, jamais des prêts. Cela aurait été de mauvais goût. Mais maintenant, je me demandais s'ils avaient vu ces cadeaux différemment. Moins comme une générosité paternelle et plus comme des acomptes sur un héritage qu'ils étaient impatients de toucher. Le téléphone a sonné à 7h30. Hélène, appelant pour prendre de mes nouvelles. « Charles, je n'ai pas pu dormir de la nuit en pensant à vous, » dit-elle, sa voix lourde d'inquiétude. Après ce qui est arrivé à maman, je m'inquiète simplement qu'il y ait eu un problème avec la nourriture ou les boissons. Vous ne vous êtes pas senti malade du tout, n'est-ce pas? Quelle délicatesse de sa part de vérifier si son poison avait atteint sa cible prévue. Pas du tout, ma chère. Je me sens très bien. Avez-vous eu d'autres nouvelles de Marguerite? Les médecins disent qu'elle devrait pouvoir rentrer chez elle aujourd'hui. Ils pensent qu'elle a peut-être mangé quelque chose qui ne lui a pas convenu avant la fête. Vous savez comment elle est avec ses médicaments. Elle a probablement pris quelque chose l'estomac vide. Marguerite Peterson était beaucoup de choses, mais négligente avec ses médicaments n'en faisait pas partie. Cette femme organisait ses pilules comme une opération militaire, avec des contenants étiquetés et des rappels sur son smartphone. C'est un tel soulagement, ai-je dit. J'avais peur que ce soit quelque chose à la fête. Ça aurait été terrible. Oh non. Certainement pas, dit Hélène rapidement. Les médecins ont été très clairs. Ce n'était pas une intoxication alimentaire. Juste une de ces choses. Intéressant de voir avec quelle rapidité elle voulait clore toute enquête sur ce qui s'était passé chez moi. Presque comme si elle craignait que quelqu'un puisse tester le champagne restant. Après avoir accroché, je suis allé dans ma cuisine et j'ai regardé la bouteille qu'Hélène avait ouverte pour la fête, encore aux 3/4 pleine, posée innocemment sur mon comptoir. Je me suis demandé ce qui se passerait si je la faisais analyser dans un laboratoire. Non pas que j'ai besoin de preuves pour moi-même. Je savais ce que j'avais vu, mais des preuves pourraient être utiles plus tard. On a sonné à ma porte à 9h. Thomas se tenait sur mon porche, tenant une boîte de viennoiserie de ma boulangerie préférée, ayant l'air en tout point du fils inquiet. « Je pensais que tu voudrais peut-être un petit déjeuner, » dit-il en m'embrassant sur la joue. « Tu n'as probablement pas beaucoup mangé hier, après tout ce qui s'est passé. » Je l'ai laissé entrer et j'ai préparé du café frais pendant qu'il disposait les croissants et les pains au chocolat sur une assiette. En le regardant se déplacer dans ma cuisine, ouvrir les placards qu'il connaissait depuis l'enfance, prendre le sucre sans demander où il se trouvait, j'ai ressenti une étrange tristesse. C'était encore mon petit garçon, celui qui m'apportait des pissenlits et exposait fièrement ses dessins de l'école primaire sur mon réfrigérateur. Quand ce garçon était-il devenu un homme qui restait les bras croisés pendant que sa femme essayait d'assassiner son père? « Comment tu tiens le coup, papa ?» demanda-t-il, s'installant en face de moi à la table du petit déjeuner. « Oh, tu me connais. Il en faut plus qu'un peu d'excitation pour secouer ses vieux os. » Il a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. C'est ce que je craignais. Une chose étrange à dire. J'ai siroté mon café et j'ai attendu. Le truc, c'est que, a poursuivi Thomas en picorant un croissant, Hélène et moi avons parlé de ta situation. Ma situation. Tu as 70 ans, papa. Tu vis seul dans cette grande maison, avec tout cet argent de la vente, il a fait un geste vague. Ça semble juste beaucoup à gérer pour une seule personne. Voilà, c'était l'amorce pour ce qu'ils avaient prévu ensuite. J'apprécie votre inquiétude, mon fils, ai-je dit, en gardant ma voix légère. Mais je me suis plutôt bien débrouillé jusqu'à présent. Thomas se pencha en avant, son expression sérieuse. Vraiment? Je veux dire, l'accident d'hier avec Marguerite. Et si ça avait été toi? Et si tu t'étais effondré et que personne ne t'avait trouvé pendant des heures? L'audace était à couper le souffle. Il utilisait leur tentative de meurtre raté comme argument pour me convaincre que j'avais besoin de leur protection. Thomas, dis-je prudemment. Marguerite s'est effondrée à une fête avec 30 témoins et les secours sont arrivés en quelques minutes. Je n'appellerai pas vraiment ça une mise en garde sur le fait de vivre seul. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il passa ses mains dans ses cheveux, un geste que je me souvenais de son adolescence, quand il était sur le point de demander quelque chose qu'il savait que je refuserais. Écoute, Hélène et moi avons fait des recherches. Il y a des résidences vraiment sympas pour les seniors actifs,
des endroits où tu aurais des gens autour de toi, des activités, du personnel médical sur place. Le discours pour la maison de retraite. Comme c'est pratique qu'ils aient déjà fait des recherches sur les options pour moi. C'est très attentionné, dis-je. Je suppose que vous avez quelque chose de précis en tête. En fait, oui. Il sortit son téléphone et me montra un site web élégant. Les Jardins du Soleil. Ce n'est qu'à 20 minutes de chez nous, donc nous pourrions te rendre visite tout le temps. Ils ont un parcours de golf, un spa, des activités culturelles. C'est plus comme un complexe hôtelier qu'une maison de retraite. J'ai étudié les photos de personnes âgées souriantes jouant au bridge et faisant de l'aquagym. Tout le monde avait l'air si paisible et content, probablement parce qu'ils étaient lourdement médicamentés. La seule chose, poursuivit Thomas, c'est qu'il y a généralement une liste d'attente, mais si quelqu'un voulait emménager rapidement, il devrait payer la totalité des frais d'entrée à l'avance. C'est une somme importante, environ 400 000 €, mais cela couvre tout, le logement, les repas, les soins médicaux à vie. 400 000 €. Cela ferait une belle entaille dans mes liquidités, n'est-ce pas? Et une fois que je serais bien installé au Jardin du Soleil, qui aurait la procuration sur les 22 millions restants, qui prendrait les décisions concernant mes soins et mon argent. Ça a l'air charmant, dis-je. Mais tu sais, je suis plutôt heureux ici. Cette maison renferme tellement de souvenirs de ta mère. Papa, maman est partie depuis 15 ans. Ne penses-tu pas qu'il est temps de commencer un nouveau chapitre? L'inquiétude douce dans sa voix me fit mal au cœur. Si je n'avais pas vu ce que j'avais vu la nuit dernière, j'aurais peut-être réellement considéré sa suggestion. Un fils aimant, inquiet pour son père vieillissant, voulant s'assurer qu'il était en sécurité et bien soigné. Cela aurait été touchant. Au lieu de cela, c'était terrifiant. Je vais y réfléchir, dis-je finalement. C'est une grande décision. Le soulagement de Thomas était visible. Bien sûr. Prends tout le temps dont tu as besoin. Peut-être pourrions-nous y aller la semaine prochaine, juste pour jeter un coup d'œil. Peut-être. Je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser les assiettes du petit déjeuner. Tu sais, je devrais t'appeler Marguerite aujourd'hui. M'assurer qu'elle va mieux. En fait, papa, Hélène m'a demandé de te dire que Marguerite a probablement besoin de se reposer quelques jours. Le médecin a dit que les visiteurs pourraient être trop stimulants pendant sa convalescence. Comme c'est pratique. Me tenir à l'écart de là. Victime jusqu'à ce que les preuves aient disparu de son système et qu'elle ne puisse plus se souvenir clairement des détails. Après le départ de Thomas, je me suis assis dans mon bureau et j'ai réfléchi au timing. Ils avaient attendu que je vende l'entreprise pour passer à l'acte. Intelligent. Si j'étais mort il y a 6 mois, mes 23 millions seraient allés à Thomas dans mon testament de toute façon. Mais en tant que don d'une personne vivante, cela aurait eu des implications fiscales différentes. Me tuer maintenant, surtout s'il pouvait fabriquer des signes de déclin de mes capacités mentales au préalable, leur donnerait des motifs pour contester toute modification récente de mes plans de succession. Le téléphone sonna. Mon avocat, Roland Martel, qui me rappelait suite à un appel que j'avais passé plus tôt. « Charles, heureux de vous entendre. Comment s'est passée la fête de départ à la retraite ?» Mouvementé, dis-je. « Roland, j'ai besoin de vous voir bientôt. Est-ce que tout va bien ?» Je regardais par la fenêtre de mon bureau le jardin que ma femme avait planté il y a 20 ans. Les roses s'épanouissaient magnifiquement malgré le fait qu'il n'y avait personne pour s'en occuper, à part un vieil homme à qui, apparemment, on ne pouvait pas faire confiance pour gérer sa propre vie. Je ne suis pas sûr, dis-je, mais je crois que je suis sur le point de le découvrir. Roland Martel était mon avocat depuis 20 ans, ce qui signifiait qu'il m'avait accompagné à travers la mort de ma femme, la construction de mon entreprise et chaque décision majeure depuis. Un homme mince et précis qui contrôlait soigneusement ses émotions. Roland était exactement le genre d'avocat que vous vouliez lorsque vous soupçonniez votre famille d'essayer de vous tuer. Son bureau, au 15e étage, surplombait le centre-ville, tout en bois sombre et fauteuil en cuir conçu pour inspirer la confiance. Je m'y étais toujours senti en sécurité, entouré de livres de droit et de l'odeur subtile d'une eau de Cologne coûteuse. « Racontez-moi tout », dit Roland après que sa secrétaire nous eut apporté du café et fermé la porte. Je lui ai raconté chaque détail de la fête. L'effondrement de Marguerite. La visite de Thomas ce matin. Roland a écouté sans interruption, prenant occasionnellement des notes sur son bloc-notes. « Vous êtes certain de ce que vous avez vu ?» demanda-t-il quand j'eus fini. Aussi certain que je suis assis dans ce fauteuil. Roland se pencha en arrière, tapotant son stylo contre ses lèvres. Le problème est de prouver l'intention. Hélène pourrait prétendre qu'elle ajoutait quelque chose d'inoffensif au champagne, un complément, un arôme, quelque chose de personnel. Sans analyser le champagne restant, nous n'avons aucune preuve de tentative de meurtre.
Alors, analysons-le. Si nous trouvons du poison, nous aurons la preuve qu'elle a tenté de tuer quelqu'un. Mais nous ne pourrons toujours pas prouver qu'elle avait l'intention de vous tuer spécifiquement, dit Roland. Elle pourrait prétendre qu'elle visait sa propre mère pour l'argent de l'assurance ou que c'était destiné à quelqu'un d'autre. Je n'avais pas envisagé cet angle. Donc, même avec la preuve de l'empoisonnement, il pourrait échapper à une accusation de meurtre. Tentative de meurtre, oui. Mais Charles, il y a autre chose dont nous devons discuter. L'expression de Roland devint sérieuse. S'ils sont prêts à vous tuer pour votre argent, ils pourraient d'abord essayer d'autres approches. Des contestations juridiques de votre capacité, par exemple. Sur quelle base? Votre âge, le fait que vous viviez seul, le stress de la vente de votre entreprise. S'ils peuvent établir un schéma de déclin du jugement ou de la capacité mentale, ils pourraient demander une mise sous tutelle. Une fois qu'ils contrôlent votre personne, ils contrôlent vos biens. La suggestion de la maison de retraite prenait soudainement plus de sens. M'isoler, m'entourer de professionnels de la santé qui pourraient être disposés à documenter des signes de confusion ou de démence, surtout si ces professionnels étaient bien payés pour leurs observations. Que dois-je faire? Roland ouvrit un tiroir et en sortit un dossier épais. D'abord, nous documentons votre état mental actuel. Je vais organiser une évaluation par un gérontopsychiatre, quelqu'un spécialisé dans les évaluations de capacité pour les clients âgés. Il faut que ce soit consigné immédiatement. Et ensuite, nous allons faire preuve de créativité avec votre planification successorale. Le sourire de Roland était acéré. Si Thomas et Hélène veulent jouer avec votre argent, assurons-nous qu'ils jouent selon vos règles. Nous avons passé les 2 heures suivantes à examiner les options. Des structures de fiducie qui rendraient difficile pour quiconque de contester mes décisions. Des directives médicales anticipées qui spécifieraient exactement qui pourrait et ne pourrait pas prendre de décision de soins de santé en mon nom. Des arrangements financiers qui déclencheraient des audits automatiques si quelqu'un tentait d'accéder à mes comptes sans autorisation appropriée. Nous avons même discuté de la réserve héréditaire en droit français, la part de l'héritage légalement réservée aux enfants, et comment structurer mes actifs pour en minimiser l'impact, peut-être via une assurance vie désignant des bénéficiaires spécifiques. Il y a encore une chose, dit Roland alors que je me préparais à partir. Compte tenu de ce que vous m'avez dit sur hier soir, je pense que vous devriez considérer votre sécurité personnelle. S'ils ont essayé une fois, ils essaieront à nouveau, probablement plus prudemment la prochaine fois. Je pensais à la suggestion de Thomas que je reste avec eux la nuit dernière. Comme cela aurait été pratique. Un veuf éploré, bouleversé par la maladie soudaine d'une amie, prenant peut-être un sédatif pour l'aider à dormir. Si facile pour un homme âgé de prendre accidentellement trop de pilules. Que recommandez-vous? Des caméras de sécurité pour commencer. Des détecteurs de mouvement, un système de boutons d'alarme. Je peux vous recommander une entreprise spécialisée dans la protection des personnes fortunées. Personnes fortunées. C'est ce que j'étais maintenant, apparemment assez riche pour qu'on veuille me tuer. L'entreprise de sécurité est arrivée à 8 heures le lendemain matin. 3 techniciens dans des camionnettes banalisées ont passé la journée à installer des caméras, des détecteurs de mouvement et un système de boutons d'alarme qui pouvaient alerter la police en moins de 3 minutes. J'ai dit aux voisins que j'avais des problèmes de vol de colis, une histoire assez crédible dans n'importe quel quartier résidentiel. Dans l'après-midi, ma maison était mieux protégée que la plupart des bijouteries. Mais la véritable sécurité est venue de l'enveloppe que le coursier de Roland a livrée à 14 heures. Mon testament mis à jour, les documents de la fiducie et les directives médicales anticipées, tous dûment attestés et notariés. Si Thomas et Hélène voulaient mon argent, ils devraient attendre, et ils obtiendraient beaucoup moins que ce à quoi ils s'attendaient. Le Nouveau Testament réduisait l'héritage de Thomas de tout à un modeste fonds en fiducie qui lui verserait 50 000 € par an à vie. Assez pour vivre confortablement, mais pas assez pour financer leur style de vie actuel. La majeure partie de ma succession irait à la recherche contre le cancer, avec des montants plus faibles à plusieurs œuvres de charité que j'avais soutenues au fil des ans. Quant à Hélène, elle n'obtenait rien, pas un centime. Je n'avais jamais aimé cette femme, mais je l'avais tolérée pour le bien de Thomas. La tentative de meurtre, cependant, était la limite à ne pas franchir. J'étais en train de relire les documents une dernière fois quand on a sonné à ma porte. À travers le moniteur de sécurité, je pouvais voir Thomas et Hélène debout sur mon porche, tout de l'air quelque peu sombre. « Papa, nous devons parler », dit Thomas quand j'ouvris la porte. « Bien sûr, mon fils. Entrez. » Ils s'installèrent dans mon salon. Hélène perchée sur le bord du canapé, comme si elle pouvait avoir besoin de s'enfuir à tout moment. Thomas regarda autour de la pièce, son regard s'attardant sur la nouvelle caméra de sécurité dans le coin. « Nouvelle caméra ?» demanda-t-il. « Vol de colis », dis-je doucement.
On n'est jamais trop prudent de nos jours. Hélène s'éclaircit la gorge. Charles, nous avons réfléchi à ce qui s'est passé l'autre soir avec l'accident de maman. Oui. Eh bien, c'est juste que nous nous sentons terribles d'avoir organisé la fête ici. Si quelque chose que nous avons apporté l'a rendue malade. Elle laissa sa phrase en suspens, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. J'ai observé cette performance avec une appréciation professionnelle. Hélène s'était clairement entraînée. Je suis sûr que ce n'était rien que vous ayez apporté, ma chère. Mais si c'était le cas. Thomas se pencha en avant. Et s'il y avait un problème avec le champagne ou la nourriture? Papa, je ne me le pardonnerai jamais si nous t'avions accidentellement mis en danger. Voilà. L'amorce pour leur prochain plan. Le fait est, dit Hélène, que nous pensons qu'il serait peut-être mieux que nous nous occupions de toi pendant un certain temps, juste jusqu'à ce que nous soyons sûrs que tu es en sécurité. Vous occuper de moi? Comment? Eh bien, tu pourrais rester avec nous, dit Thomas. Juste temporairement, jusqu'à ce que nous comprenions ce qui s'est passé l'autre soir. J'ai laissé le silence s'étirer, observant leur visage. Thomas avait l'air sincèrement inquiet. Il avait toujours été doué pour se convaincre que ses motivations étaient pures. Hélène ressemblait à une femme dont le paiement de l'hypothèque était en retard. C'est très attentionné, dis-je finalement. Mais je suis parfaitement en sécurité ici. L'es-tu vraiment? La voix d'Hélène prit une pointe d'agressivité. Tu as 70 ans, Charles, tu vis seul. Et si quelque chose arrivait et que personne ne te trouvait pendant des jours? Le même argument que Thomas avait utilisé hier. Il travaillait à partir d'un script. Et si tu faisais une chute? Ajouta Thomas. Une crise cardiaque. Papa, à ton âge, tout peut arriver. À mon âge, comme si 70 ans signifiait que j'étais déjà mort et que je ne l'avais tout simplement pas encore remarqué. Vous savez, dis-je pensivement. Vous avez tout à fait raison. Tout peut arriver à mon âge. C'est exactement pourquoi j'ai passé la journée à mettre à jour mon testament. La température dans la pièce a chuté d'environ 10 degrés. Ton testament? La voix d'Hélène était soigneusement neutre. Oh oui. C'est incroyable comme le fait de frôler la mort, même celle de quelqu'un d'autre, vous fait réfléchir à ces choses. J'ai réalisé que mon ancien testament était terriblement dépassé. Le visage de Thomas était devenu pâle. Quel genre de mise à jour? Je lui ai souri. Le même sourire que j'utilisais quand il avait 8 ans et que je l'avais surpris en train de mentir à propos de la lampe préférée que j'avais cassée. Oh, juste quelques ajustements mineurs pour refléter mes priorités actuelles. Vous savez comment ça se passe. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais presque entendre leurs esprits s'emballer, essayant de comprendre à quel point leur plan venait d'être perturbé. Eh bien, dit Hélène finalement, la voix tendue. Je suis sûr que ce que vous avez décidé était pour le mieux. Je le pense aussi, ma chère. Ils sont partis peu de temps après, promettant de prendre de mes nouvelles bientôt. Je les ai observés depuis mon moniteur de sécurité alors qu'ils restaient assis dans leur voiture dans mon allée pendant 10 minutes, ayant ce qui ressemblait à une conversation très intense. Puis, Hélène a passé un appel téléphonique. Je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait, mais je la voyais gesticuler avec colère. Thomas essayait sans cesse de lui prendre le téléphone et elle repoussait sa main. Quand ils sont finalement partis, je me suis versé un verre de vin et je me suis installé dans mon fauteuil préféré. Demain, je mettrai en œuvre la phase 2 de mon plan. Mais ce soir, j'allais profiter de la première soirée paisible que j'avais eue depuis des jours. Le lendemain matin a amené une visite que je n'attendais pas. Marguerite Peterson se tenait sur mon seuil, l'air pâle mais déterminé, serrant un petit sac à main comme une bouée de sauvetage. « Charles, nous devons vous parler, » dit-elle sans préambule. « C'est à propos de l'autre soir. » Je l'ai fait entrer et j'ai préparé du thé, étudiant son visage à la recherche des signes de l'empoisonnement. Elle avait l'air fatiguée mais alerte, certainement plus cohérente que sa fille aurait aimé que je le croie. Hélène m'a dit que j'avais eu une sorte de réaction à un médicament, dit Marguerite en s'installant dans un fauteuil de mon salon. Mais Charles, je ne prends aucun médicament à part des vitamines. Depuis des années. Intéressant. Que vous souvenez-vous de la fête? Tout, jusqu'à ce que je commence à me sentir étourdi. Je me souviens que le champagne avait un goût étrange, amer, presque métallique. Et je me souviens avoir vu Hélène près de la table des boissons plus tôt, en train de faire quelque chose avec une petite bouteille. Mon pouls s'accéléra. Quel genre de bouteille? Comme un flacon compte-gouttes, le genre que vous utiliseriez pour des huiles essentielles ou des médicaments. Les mains de Marguerite tremblaient légèrement alors qu'elle posait sa tasse de thé. Charles, je pense que ma fille a essayé de vous empoisonner. Pourquoi pensez-vous cela?
Le rire de Marguerite était amer. Parce qu'elle parle de votre argent depuis des mois. À quel point c'est injuste que vous en ayez tant et qu'ils aient du mal. À quel point leur vie serait plus facile si quelque chose vous arrivait. Les pièces du puzzle s'emboîtaient. A-t-elle dit quelque chose de spécifique? Le mois dernier, elle m'a demandé si je pensais que vous aviez mis votre testament à jour récemment. Elle semblait très préoccupée par l'héritage de Thomas. Marguerite a croisé mon regard. Charles, je pense qu'il planifie cela depuis un certain temps. J'ai pris une décision. Marguerite méritait de savoir ce que sa fille avait essayé de faire, et j'avais besoin d'une alliée qui avait été témoin de leur comportement de première main. Marguerite. J'ai vu Hélène mettre quelque chose dans ma coupe de champagne. J'ai délibérément échangé nos verres. La couleur quitta son visage. Elle a essayé de vous tuer, et j'ai failli mourir à votre place. Oui. Nous sommes restés assis en silence un moment, digérant l'ampleur de ce qui s'était passé. Que allez-vous faire? Demanda finalement Marguerite. Je vais leur donner exactement ce qu'ils veulent, dis-je. Mais pas de la manière dont ils s'attendent à l'obtenir. Marguerite haussa un sourcil. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre fille et mon fils sont sur le point d'apprendre que certains jeux ont des enjeux plus élevés qu'ils ne le pensaient. Après le départ de Marguerite, j'ai appelé un ancien contact professionnel. Patricia Dubois dirigeait une agence de détectives privés spécialisée dans l'espionnage industriel et les vérifications d'antécédents. Nous avions travaillé ensemble plusieurs fois au fil des ans lorsque j'avais besoin d'informations sur des partenaires commerciaux potentiels. Charles Wilson. La voix de Patricia était chaleureuse au téléphone. J'ai entendu parler de votre vente. Félicitations. Merci, Patricia. J'ai besoin d'une faveur. Une faveur personnelle. Quel genre de faveur? J'ai besoin de tout savoir sur les finances de mon fils. Compte bancaire, carte de crédit, prêt, investissement, tout. Il y eut une pause. Charles, êtes-vous sûr? Parfois, les informations familiales peuvent être inconfortables. J'en suis sûr. Donnez-moi 48 heures. Pendant que Patricia faisait sa magie, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. J'ai appelé Thomas et lui ai demandé de me retrouver pour le déjeuner dans notre ancien restaurant, l'endroit où nous avions célébré son diplôme de l'école d'architecture, son mariage, la naissance d'Amélie. Il est arrivé l'air nerveux, vérifiant constamment son téléphone. « Comment te sens-tu, papa? Tu avais l'air contrarié quand tu as appelé. » J'ai réfléchi à ce que toi et Hélène avez dit à propos de ma sécurité, de la planification de l'avenir. Son visage s'illumina. « Et je pense que vous avez raison. Je pense qu'il est temps de faire quelques changements. » Thomas se pencha en avant avec empressement. « Quel genre de changement? » Eh bien, je me suis renseigné sur les Jardins du Soleil, l'endroit que tu as mentionné. Je les ai appelés ce matin. C'est merveilleux, papa. Je pense que tu vas vraiment aimer là-bas. Ils ont bien une place de libre, mais il faut la prendre rapidement. Quelqu'un d'autre est intéressé par le même logement. Rapidement comment? La semaine prochaine. Je devrais payer les frais d'entrée d'ici vendredi pour la garantir. L'excitation de Thomas était palpable. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Tu as l'argent de la vente. Bien sûr que je l'ai. C'est juste. Eh bien, c'est un grand pas. Je pensais que peut-être toi et Hélène pourriez m'aider avec la paperasse. M'assurer que je prends la bonne décision. Absolument. Nous serions heureux de t'aider. J'ai souri à mon fils, mémorisant son visage. Dans quelques jours, cette expression avide se changerait en quelque chose de très différent. Il y a juste une chose, ai-je ajouté nonchalamment. L'établissement exige que tous les résidents aient une procuration au dossier. Quelqu'un pour prendre les décisions s'ils deviennent incapables de le faire. J'espérais que tu serais d'accord pour assumer ce rôle. Bien sûr, papa. Tout ce dont tu as besoin. Parfait. Thomas pensait qu'il me manœuvrait pour lui donner le contrôle de mon argent. Au lieu de cela, il marchait droit dans mon piège. Patricia a appelé jeudi matin avec son rapport. J'ai écouté avec un étonnement croissant alors qu'elle détaillait la situation financière de Thomas et Hélène. C'était pire que ce que j'avais imaginé. Ils sont endettés jusqu'au cou, a dit Patricia. La maison a été refinancée 3 fois. Ils ont 2 hypothèques plus une ligne de crédit sur valeur domiciliaire qui est au maximum. Une dette de carte de crédit dépassant 80 000 €. Comment ont-ils fait les paiements? À peine. L'entreprise de Thomas fonctionne à perte depuis 2 ans. Ils utilisent des cartes de crédit pour payer d'autres cartes de crédit. Les signes classiques du désespoir financier. Autre chose.
Hélène a souscrit une assurance vie sur vous il y a 6 mois. 500 000 € avec elle comme bénéficiaire. Mon sang se glaça. Comment est-ce légal? Elle a invoqué un intérêt assurable en tant que votre belle-fille et aide-soignante. La compagnie d'assurance a probablement supposé que Thomas était le bénéficiaire réel et qu'Hélène s'occupait simplement de la paperasse. Une police d'assurance vie. Il planifiait ma mort depuis des mois, pas des jours. Il y a encore une chose, Charles. Thomas a effectué des paiements réguliers à un certain docteur Richard Steiner, un gérontopsychiatre. Pourquoi faire? Je ne suis pas encore sûr, mais les paiements ont commencé il y a 3 mois. De petits montants, comme des honoraires de consultation. Docteur Richard Steiner. J'ai pris note de demander à Roland à son sujet. Cet après-midi-là, Thomas et Hélène sont arrivés chez moi avec une mallette pleine de paperasse pour les Jardins du Soleil. Ils ont étalé les documents sur ma table de salle à manger, comme des généraux planifiant une bataille. Ceci est le contrat d'admission, a expliqué Hélène, en montrant une épaisse liasse de papier. Et ceci est le formulaire de divulgation financière. Il répertorie tous vos actifs afin qu'ils puissent calculer vos frais mensuels. C'est très complet. J'ai observé, scannant les documents. Il voulait l'accès à tous mes comptes, tous mes investissements, tout. La paperasse pour la procuration est ici, a ajouté Thomas, en faisant glisser un autre document vers moi. C'est assez standard. Cela me donne juste l'autorité de gérer vos affaires financières. Si vous ne le pouvez pas, j'ai lu attentivement le document de procuration. Il était bien plus complet que Thomas ne l'avait indiqué. Avec cette signature, il aurait un accès immédiat à mes comptes bancaires, à mes portefeuilles d'investissement et l'autorité de prendre n'importe quelle décision financière en mon nom. Cela semble assez large, ai-je dit. Ai-je vraiment besoin de vous donner autant d'autorité? Papa, c'est juste une précaution, a dit Thomas. L'établissement l'exige, et honnêtement, à ton âge, c'est bien d'avoir quelqu'un de plus jeune pour gérer les affaires financières compliquées. À mon âge. Voilà encore cette phrase. Et si je change d'avis à propos des Jardins du Soleil? Ai-je demandé. Est-ce que cela peut être révoqué? Thomas et Hélène ont échangé un regard rapide. Eh bien, techniquement oui, a dit Hélène, mais l'établissement a des politiques strictes concernant les résidents qui essaient de partir. Il y a des évaluations médicales, des périodes d'attente. C'est compliqué. Bien sûr que ça l'était. Une fois que j'aurais signé ces papiers et déménagé au Jardin du Soleil, il contrôlerait mon argent et pourrait rendre mon départ très difficile, surtout si le docteur Richard Steiner était prêt à évaluer ma compétence mentale. J'ai besoin d'y réfléchir cette nuit, ai-je dit en rassemblant les papiers. C'est une grande décision. Le visage de Thomas s'est affaissé. Papa, souviens-toi, nous devons tout soumettre d'ici demain si tu veux le logement. Je comprends. Je vous donnerai une réponse le matin. Après leur départ, j'ai appelé Roland Martel. Roland, que pouvez-vous me dire sur le docteur Richard Steiner? Steiner? C'est un gérontopsychiatre, spécialisé dans les évaluations de compétences pour les patients âgés. Pourquoi? Mon fils le paie pour des consultations. Il y eut une longue pause. Charles. Steiner a la réputation d'être arrangeant avec les familles qui s'inquiètent du jugement d'un parent âgé. Ces évaluations ont tendance à soutenir le résultat que la famille recherche. Vous voulez dire qu'il est prêt à déclarer des gens incompétents pour de l'argent? Je ne pourrais pas dire ça officiellement, mais j'ai vu plusieurs cas où des familles utilisent les évaluations de Steiner pour prendre le contrôle des biens d'une personne âgée. L'image devenait parfaitement claire. Thomas et Hélène ne voulaient pas seulement mon argent. Ils avaient élaboré un plan complet pour le prendre. Me faire entrer au Jardin du Soleil sous le couvert de la sécurité et des soins. Utiliser la procuration pour accéder à mes comptes. Si je résistais ou essayais de partir, faire en sorte que le docteur Steiner me déclare mentalement incompétent. C'était en fait assez intelligent. Si je n'avais pas vu Hélène empoisonner le champagne, j'aurais pu tomber droit dans leur piège. Roland, j'ai besoin que vous me prépariez quelque chose, ai-je dit. Et j'en ai besoin pour demain matin. Quel genre de quelque chose? Le genre qui va donner à ma famille une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau, passant en revue le plan une dernière fois. Tout devait être parfait. Demain, Thomas et Hélène obtiendraient exactement ce qu'ils méritaient. Mais d'abord, j'avais un dernier appel à passer. Le vendredi matin est arrivé gris et bruineux, le genre de temps qui rendait tout menaçant, parfait pour ce que j'avais prévu. Thomas et Hélène sont arrivés à 9 heures précises, tous deux habillés comme s'ils assistaient à une réunion d'affaires, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « As-tu décidé, papa ?» demanda Thomas, s'installant dans mon salon avec une excitation à peine contenue. « J'ai décidé.
J'ai sorti la paperasse des Jardins du Soleil, maintenant signée et notariée. Je pense que vous avez raison. Il est temps pour moi de commencer ce nouveau chapitre. Le soulagement d'Hélène était visible. Oh, Charles, je suis si contente. Vous allez adorer là-bas. J'en suis sûr. Et Thomas, j'ai également signé les papiers de procuration. Les mains de Thomas tremblaient réellement en prenant les documents. C'est la bonne décision, papa. Tu ne le regretteras pas, je lui ai souri. J'en suis sûr. Nous avons passé l'heure suivante à examiner les documents financiers. Hélène avait un ordinateur portable ouvert, tapant furieusement alors que je fournissais les numéros de compte et les codes d'accès. Toutes les quelques minutes, elle échangeait un regard significatif avec Thomas, comme des enfants qui ne pouvaient pas croire que Noël était arrivé en avance. Il y a juste une dernière chose, ai-je dit quand nous avons eu fini. Je dois signer des documents supplémentaires avec mon avocat avant que le transfert ne soit officiel. Quelque chose à propos des implications fiscales pour les grosses transactions financières. Bien sûr, dit Thomas. Veux-tu qu'on te conduise à son bureau? En fait, il vient ici. Roland devrait arriver d'un moment à l'autre. Comme par un signal, la sonnette retentit, mais ce n'était pas Roland Martel qui se tenait sur mon porche. C'était l'inspecteur Lisa Morin de la police locale, accompagné d'un collègue que je ne reconnaissais pas, Monsieur Wilson. Je suis l'inspecteur Morin. Nous devons vous parler d'un incident qui a eu lieu à votre domicile plus tôt cette semaine. Thomas se leva rapidement. Quel genre d'incident? Une suspicion d'empoisonnement, dit l'inspecteur Morin, son regard se déplaçant entre Thomas et Hélène. Nous comprenons qu'il y a eu une urgence médicale ici pendant une fête. Le visage d'Hélène était devenu très pâle. C'était ma mère. Elle a eu une réaction à ces médicaments. Le médecin a dit que ce n'était pas grave. En fait, Madame Wilson, ce n'est pas ce que l'hôpital a rapporté. L'inspecteur Morin sortit un carnet. Les résultats toxicologiques montrent que votre mère a ingéré une quantité concentrée d'extrait de laurier rose. Ce n'est pas un médicament. C'est un poison mortel. Le silence dans mon salon était assourdissant. Nous avons également fait analyser le champagne restant de cette soirée, continua l'inspecteur. La bouteille qui a été ouverte pour la fête contenait le même extrait de laurier rose. Quelqu'un a délibérément empoisonné ce champagne. Thomas fixait Hélène avec une expression d'horreur naissante. Hélène, qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait. La voix d'Hélène était stridente de panique. C'est de la folie. Pourquoi empoisonnerais-je ma propre mère? C'est ce que nous essayons de comprendre, dit l'inspecteur Morin. Surtout que la coupe de champagne avec la plus forte concentration de poison était initialement destinée à M. Wilson, ici présent. Hélène avait l'air de pouvoir s'évanouir. Thomas se laissa retomber sur sa chaise, le visage cendré. « Il y a autre chose, » dis-je doucement. « Inspecteur, montrez-leur la police d'assurance. » L'inspecteur Morin hocha la tête et sortit un autre document. « Madame Wilson, nous avons découvert que vous aviez souscrit une police d'assurance vie de 500 000 € sur M. Wilson il y a 6 mois. Cela vous donne un motif financier clair pour le meurtre. »« C'est insensé, » murmura Hélène. « Charles, dites-leur que c'est insensé. » Je regardais ma belle-fille, cette femme qui avait prétendu se soucier de moi tout en planifiant ma mort. Je t'ai vu mettre le poison dans ma coupe de champagne, Hélène. J'ai délibérément échangé nos verres. La tête de Thomas se redressa d'un coup. Tu savais qu'elle essayait de t'empoisonner? Je le sais depuis des jours. Je connais aussi votre situation financière, le docteur Steiner, votre plan pour me faire déclarer incompétent. Je sais tout. Les papiers de procuration glissèrent des doigts engourdis de Thomas. Papa, je n'ai jamais. Je n'étais pas au courant pour le poison. Je le jure devant Dieu, je ne savais pas qu'elle allait essayer de te tuer. Mais tu étais au courant du reste, n'est-ce pas? La maison de retraite, la procuration, le plan pour prendre mon argent. Le silence de Thomas était une réponse suffisante. L'inspecteur Morin s'avança. Hélène Wilson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Alors qu'il menottait Hélène, elle se tourna vers moi avec des yeux pleins de rage. Vous vous croyez si malin, n'est-ce pas? Vous n'avez aucune idée de ce que vous avez fait. En fait, dis-je, je sais exactement ce que j'ai fait. Après le départ de la police avec Hélène, Thomas resta assis dans mon salon comme un homme en état de choc. Il fixait les papiers de procuration éparpillés sur le sol, passant de temps en temps ses mains dans ses cheveux. Elle a dit qu'il s'agissait juste de te mettre dans un endroit sûr, dit-il finalement. Elle a dit que tu devenais oublieux, que tu prenais de mauvaises décisions. Elle m'a convaincu que tu avais besoin de protection, et l'argent, c'était aussi pour te protéger.
Le visage de Thomas se décomposa. Nous sommes tellement endettés, papa. L'entreprise fait faillite. Nous sommes en retard sur tout. Hélène a dit que si quelque chose t'arrivait naturellement, nous hériterions assez pour repartir à zéro. Mais elle n'a jamais rien dit sûr. Il fit un geste impuissant, sur un meurtre. Je pensais que nous planifions juste l'inévitable, que nous mettions les choses en place pour quand tu sais, quand je mourrais de causes naturelles. Comme c'est pratique que ces causes naturelles aient-tu besoin d'un petit coup de pouce pour arriver. Thomas leva les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, papa. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai étudié le visage de mon fils, cherchant la vérité sous le remords. Une partie de moi voulait le croire, voulait penser qu'Hélène l'avait manipulé dans cette situation. Mais j'avais été dans les affaires trop longtemps pour ignorer les signaux d'alarme. Thomas, montre-moi ton téléphone. Quoi? Ton téléphone. Montre-moi tes messages avec Hélène de la semaine dernière. Thomas hésita, puis me tendit son téléphone à contre-cœur. J'ai fait défiler ses messages, mon cœur se serrant à chaque échange que je lisais. Hélène, as-tu parlé à papa des Jardins du Soleil? Avait texté Thomas. Oui, il y réfléchit, avait répondu Hélène. Bien. Plus tôt nous le ferons déménager, mieux ce sera. Il pose trop de questions sur nos finances. Et s'il change d'avis? Il ne le fera pas. Pas après demain soir. Qu'est-ce qu'il y a demain soir? Fais-moi confiance. D'ici dimanche, il nous suppliera de prendre soin de lui. Je rendis le téléphone à Thomas. Tu savais, n'est-ce pas? Peut-être pas la méthode spécifique, mais tu savais qu'Hélène prévoyait quelque chose pour le soir de la fête. Les épaules de Thomas s'affaissèrent. Je pensais qu'elle voulait te faire peur, d'une manière ou d'une autre. Mettre en scène un cambriolage, peut-être, ou une sorte d'accident qui te ferait réaliser que tu n'étais pas en sécurité en vivant seul. Tu pensais qu'elle allait mettre en scène ma tentative de meurtre. Pas un meurtre, juste quelque chose qui te convaincrait de déménager volontairement au Jardin du Soleil. La manière désinvolte dont il le dit me glaça jusqu'aux os. Mon propre fils avait été à l'aise avec l'idée de me traumatiser pour me faire obéir. Thomas, il y a autre chose que tu dois savoir, dis-je. J'ai demandé à un détective privé d'enquêter sur vos finances. Son visage devint blanc. Que as-tu trouvé? Tout. La dette, l'entreprise en faillite, le fait que vous vivez au-dessus de vos moyens depuis des années. J'ai sorti le rapport de Patricia. Mais il y a une chose qui m'a particulièrement intéressé, les paiements au docteur Steiner. Papa, je peux expliquer. Vraiment? Parce que d'après ça, tu le payais pour qu'il se consulte sur mon cas pendant 3 mois avant même de suggérer les Jardins du Soleil, avant d'exprimer la moindre inquiétude sur mon état mental. Sur quoi le consultais-tu exactement, Thomas? Thomas enfouit son visage dans ses mains. Hélène a dit que nous avions besoin d'un plan de secours au cas où tu refuserais de signer la procuration volontairement. Un plan de secours. Steiner a accepté de t'évaluer et de trouver des signes de démence ou d'incompétence. Hélène a dit que c'était juste une précaution au cas où tu deviendrais difficile. Je sentis quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Vous aviez l'intention de me faire déclarer mentalement incompétent depuis le début. Seulement si nécessaire. Seulement si tu refusais de nous laisser t'aider. M'aider à quoi, Thomas? M'aider à te donner mon argent. La vérité flottait dans l'air entre nous. Mon fils, le petit garçon que j'avais élevé, aimé et pour qui je m'étais sacrifié, avait prévu de détruire mon indépendance et de voler l'œuvre de ma vie. Il y a encore une chose, dis-je doucement. Les papiers que tu as signés aujourd'hui, la procuration que je t'ai donnée. Thomas leva les yeux avec espoir. Oui. Ils sont faux. Roland les a préparés spécialement pour cette réunion. Il te donne la procuration sur un compte bancaire qui contient exactement 1 euro. Thomas me regarda, choqué. Quoi? Mon véritable argent est protégé en toute sécurité dans des fiducies que tu ne peux pas toucher. Le testament qui t'inquiète t'en te laisse un modeste revenu annuel et rien de plus. Et si tu es reconnu coupable de complicité dans le complot de meurtre d'Hélène, même cela disparaîtra. Le visage de Thomas se décomposa. Tu as détruit ma vie. Non, Thomas. Tu as détruit ta propre vie. Je me suis juste assuré que tu ne pouvais pas détruire la mienne au passage. En regardant mon fils assis là, en ruine, je ressentis quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Pas de la satisfaction, pas de la justification, juste une tristesse profonde et épuisante pour l'homme qu'il avait choisi de devenir. 3 mois plus tard, j'étais assis dans mon jardin, regardant les roses s'épanouir, pensant aux fins et au commencement. Hélène avait été condamnée à 15 ans de prison pour tentative de meurtre.
Thomas a écopé de 3 ans pour complicité, bien que son avocat ait réussi à faire réduire les charges initiales. Amélie, ma petite fille, avait appelé la veille. À 16 ans, elle était assez grande pour comprendre ce que ses parents avaient fait, assez grande pour être horrifiée par leur choix. « Papy Charles, je suis tellement désolée », avait-elle dit, la voix brisée par les larmes. Je n'avais aucune idée qu'il prévoyait tout ça. Je sais, ma chérie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Est-ce que je peux venir te voir cet été? Je sais que maman et papa sont absents, mais j'aimerais te voir. J'adorerais ça, lui avais-je dit, et je le pensais. Amélie était innocente dans tout cela, une victime de la cupidité de ses parents autant que moi. Marguerite Peterson était devenue une amie inattendue. Nous nous retrouvions pour un café 2 fois par semaine maintenant. 2 personnes liées par l'expérience bizarre d'avoir survécu à la trahison de leur propre famille. Elle envisageait d'écrire un livre sur la maltraitance des personnes âgées, en utilisant notre histoire comme une mise en garde. Vous savez, m'a dit Marguerite lors de notre dernier café, je ne cesse de penser à quel point ils étaient proches de s'en sortir. Ils n'ont jamais eu aucune chance, ai-je répondu. Je traite avec des gens qui veulent mon argent depuis 40 ans. La seule différence cette fois-ci, c'est qu'ils partageaient mon ADN. Marguerite a ri. Regrettez-vous parfois la façon dont ça s'est terminé, avec eux 2 en prison? J'ai sérieusement considéré la question. Est-ce que je le regrettais? Thomas était mon fils, l'enfant que j'avais élevé et aimé, mais il était aussi un homme qui avait été prêt à détruire ma vie pour de l'argent. Je regrette que cela ait été nécessaire, ai-je dit finalement. Mais je ne regrette pas de m'être protégé. La sonnette a interrompu ma rêverie dans le jardin. À travers le moniteur de sécurité, je pouvais voir Roland Martel debout sur mon porche, tenant une mallette et l'air exceptionnellement satisfait de lui-même. « Roland, qu'est-ce qui vous amène ?»« De bonnes nouvelles, » dit-il en s'installant dans mon salon. « La compagnie d'assurance a décidé de ne pas contester la police d'Hélène sur votre vie. Puisqu'elle a été reconnue coupable d'avoir tenté de vous assassiner, ils annulent la police et remboursent toutes les primes payées. C'est déjà ça, je suppose. Il y a plus. Les créanciers de Thomas saisissent tous ses actifs pour payer ses dettes. Cela inclut la maison que vous les avez aidés à acheter. Ils demandent si vous voulez faire une offre. J'ai pensé à la maison de Thomas et Hélène, avec ses comptoirs en granit et ses plafonds cathédrales. Toutes ces belles choses qu'ils avaient si désespérément voulu. Non, dis-je. Laissez quelqu'un d'autre la voir. Quelqu'un qui peut se la permettre honnêtement. Roland hocha la tête et sortit un autre document. Le dernier point. La restructuration de votre fiducie est terminée. Votre argent est maintenant protégé à perpétuité. Personne ne peut y accéder sans votre consentement écrit explicite. Et si quelqu'un tente de vous faire déclarer incompétent, la fiducie est automatiquement transférée à des œuvres de charité. Merci, Roland. Pour tout. Après le départ de Roland, je me suis versé un verre de vin et je me suis assis sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose. À 70 ans, j'avais appris que l'argent révèle le meilleur et le pire chez les gens. Malheureusement, il avait révélé le pire dans ma propre famille. Mais j'avais aussi appris autre chose. J'étais plus fort que je ne le pensais, assez intelligent pour voir clair dans leurs plans, assez dur pour les arrêter, et assez résilient pour construire une nouvelle vie sans eux. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Amélie. « Papy, j'ai été accepté en prépa droit à la Sorbonne, comme tu l'as suggéré. J'ai hâte de tout te raconter quand je viendrai. » J'ai souri en répondant. « Félicitations, ma chérie. Je suis si fier de toi. » C'était peut-être ça, la vraie victoire. Non pas d'avoir arrêté le complot de Thomas et Hélène, mais d'assurer que la prochaine génération aurait la chance de faire de meilleurs choix. Amélie grandirait en sachant que l'argent est un outil, pas un but. Que la famille signifie soutien et amour, pas exploitation et cupidité. J'ai commencé cette histoire en parlant d'un empoisonnement raté à ma fête de départ à la retraite. Mais en réalité, il s'agissait de quelque chose de bien plus important. La différence entre être vieux et être impuissant. J'ai peut-être 70 ans, mais j'étais loin d'être impuissant. Et quiconque tenterait de tester cette théorie apprendrait, comme Thomas et Hélène l'ont fait, que sous-estimer un vieil homme avisé est une erreur très coûteuse. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre, et de s'assurer que les personnes qui vous ont fait du tort ne puissent pas profiter des fruits de leur complot. J'avais fait les deux, et j'allais très bien dormir en le sachant. L'argent révèle le caractère, mais l'âge n'est pas synonyme de faiblesse. 45 ans dans les affaires m'ont appris à lire les gens et à protéger ceux qui comptent. La plus grande victoire n'est pas d'arrêter la trahison, c'est de s'assurer que la prochaine génération apprenne que la famille signifie soutien, pas exploitation. Merci de m'avoir écouté.
N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.